Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui deux invités et notre thème, si on peut appeler ainsi un sujet qui peut réunir nos deux invités, pourrait être celui de la détermination. La détermination, c'est ce que j'appellerais le courage d'accomplir des actions positives qui nous sont dictées par notre motivation ou nos talents. J'ai donc le plaisir d'accueillir maintenant Stéphanie Milot. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie a signé plusieurs livres au cours de sa carrière récente. Elle est connue comme une communicatrice, évidemment. Et le dernier volume qu'elle lance, c'est Le succès, ça s'apprend. 9 clés pour réussir sa vie aux éditions de l'Homme. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Merci, c'est réciproque. Et j'aimerais bien savoir un peu quel a été votre cheminement personnel pour arriver à une carrière en communication comme celle qu'on vous reconnaît maintenant. J'ai initialement étudié en pédagogie pour enseigner. J'ai enseigné presque 10 ans à l'École des hautes études commerciales en communication. J'ai enseigné aussi la vente dans un centre de formation professionnelle. Mais ce que je réalisais, c'est qu'à chaque fois, au-delà d'enseigner la communication, la vente, à chaque fois, dans le cadre de des formations que je donnais, je prenais toujours un petit moment durant l'heure de cours pour parler à mes étudiants de l'importance de leur attitude, pour leur parler de comment tu peux choisir ta destinée, comment, de par ta façon de penser, tu peux influencer ta vie. Et c'était drôle parce que c'était absolument pas dans le programme du ministère de l'Éducation ou encore moins dans le cours du HEC, mais je trouvais ça important parce que je me disais de leur donner des outils pour apprendre à vendre, oui, c'est bien, mais on sait que c'est souvent l'attitude qui fait la différence, entre autres sur le marché du travail. Alors, j'ai toujours été passionnée, évidemment, par l'enseignement. Et quelques années après, ça m'a amenée à l'écriture. Mais c'était vraiment pas planifié. C'est pas quelque chose que je m'étais dit, je veux écrire. On m'a plutôt approchée. Alors, une dame extraordinaire du nom de Annie Tonneau, qui était à l'époque aux éditions Logique pour Québécois, m'appelle, ça c'est en 2004, et elle me dit « Madame Milot, on n'a pas beaucoup d'auteurs au Québec qui écrivent en psychologie, on aimerait que vous écriviez quelque chose. » Et c'est drôle parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas le milieu de l'édition et je ne savais pas que lorsqu'on écrivait un livre, on pouvait aller frapper à plusieurs portes et se faire refuser. Je ne connaissais pas cette réalité-là. Mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Les gens essaient d'entrer et toutes les portes sont verrouillées. Exact. Alors que vous, c'est le contraire qui s'est produit. Bien, c'est ça. Alors, elle m'a approchée et moi, ne connaissant pas cette réalité-là, puis je réalise aujourd'hui que c'était une bonne chose parce que avoir su que c'était si difficile de se faire éditer, j'aurais sans doute accepté à le premier moment où elle m'a appelée, mais j'ai décliné. J'ai dit, vous savez quoi? Non. J'ai dit, moi, je ne suis pas prête à écrire. J'ai pas encore quelque chose à dire. Et un an après, elle m'a relancée. Et là, je m'étais un peu renseignée et je savais que c'était pas une mince affaire. J'entrais par la grande porte, j'entrais évidemment avec Québécois et on a publié ensemble en 2005 « Émotions quand tu nous tiens », donc un livre qui parle des émotions, comment mieux gérer nos émotions, comment se comprendre. Et ça a été le début d'une belle aventure avec Annie. Mais vous avez donc fait le passage de l'écriture oui. à travers le désir de communiquer quelque chose que vous ne pouviez pas enseigner. Exactement. Hein? Exactement. Parce qu'aller toucher le domaine des émotions, c'était aussi entrer dans ce qui vous était un peu occulté lorsque vous étiez en place pour éduquer. Mais c'est à cette époque-là aussi que j'ai quitté le HEC, que j'ai quitté l'endroit où j'enseignais pour partir à mon compte et pour dire maintenant, je vais faire des formations en entreprise et au grand public où là, je vais choisir les sujets que je vais aborder. Donc aujourd'hui, je fais énormément de conférences sur comment mieux gérer son stress, sur l'épuisement professionnel, sur comment développer notre intelligence émotionnelle pour être plus efficace à la fois en milieu professionnel, mais dans notre vie personnelle aussi, parce que c'est étroitement lié. Mais est-ce que vous avez réalisé au fil de votre parcours que l'effet de vous être engagé dans la publication d'un livre vous a amené à un carrefour aussi sur le plan personnel dans vos choix de profession ou je dirais, dans la détermination d'une nouvelle ligne de conduite pour communiquer différemment? Oui, bien, c'est qu'à partir du moment où mon premier livre a été publié, là, les demandes de la télévision, de la radio sont apparues.
Donc, j'ai commencé, la première émission que j'ai faite à l'époque, c'était à Deux filles le matin. Donc, encore là, je rentrais par la grande porte. Il y a eu ensuite Salut Bonjour, des chroniques, Salut Bonjour Week-end. Après ça, il y a eu Love Story, il y a eu Denis Lévesque, avec lequel je collabore encore. Il y a eu beaucoup de radio, les Midis du Véro. Et ça, évidemment, ça propulse ta carrière. Ça fait en sorte que du jour au lendemain, il y a des gens qui te connaissent. Ça fait en sorte que plus de demandes de conférences, plus de demandes pour des clients à l'époque dans ma clinique. Donc, ça a pris un autre tournant, ce qui a fait que j'ai pris la décision à cette époque-là de quitter la commission scolaire où j'enseignais et aussi le HEC parce que là, je manquais de temps. Et j'étais passionnée. J'ai toujours été une entrepreneur dans l'âme, là. Donc, c'était évident que j'allais revenir à mes anciennes amours, d'être à mon compte. Et c'est ce que ça m'a permis, l'écriture. Donc, à travers l'expérience d'écrire, vous avez développé un public. Tout à fait. Vous avez développé aussi des spécialités qui maintenant vous démarquent sur le plan de la communication. Exact. Quel a été le livre que vous avez écrit qui a été le plus difficile à accoucher? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que c'est La philosophie de l'iceberg. C'est le livre que j'ai publié en 2008 parce que c'est un livre, premièrement, qui est très volumineux. Et je l'ai coécrit avec quelqu'un. J'ai eu une personne qui a collaboré, Isabelle Fournier. Oui, ça a été celui-là. J'étais enceinte. Deuxièmement, quand le livre a été publié, je venais d'avoir mon petit garçon, donc je n'ai pas pu aller au Salon du livre. J'ai fait le choix de ne pas aller au Salon du livre parce que mon bébé avait 7 jours, j'allaitais, bon, bref. Mais ça a été un livre qui a eu beaucoup de succès, comme les autres. Mais je pense que ça a été celui-là, qui a été le plus ardu. Le plus ardu. Ouais. Quel est votre processus d'écriture? Ça m'intéresse toujours de savoir comment, de l'intention ou d'une idée qui a germé, vous en arrivez, par exemple, à nous proposer le livre « Le succès, ça s'apprend ». Est-ce que c'est une démarche qui est très longue pour vous, la gestation de l'idée et son développement? Comment vous procédez? De par mon type de personnalité, il ne faut pas que ça soit long, d'une part. Deuxièmement, quand j'ai voulu écrire mon premier livre en 2005, je me suis assise devant mon ordinateur et je me rappellerai toujours avoir eu le syndrome de la page blanche, que certains auteurs vont se reconnaître. Et je me suis dit, non, je peux pas écrire 200 pages comme ça, là. Je vais être encore là-dessus dans 4 ans. Et j'ai fait ma table des matières, j'ai déterminé ce que je voulais aborder dans le livre. Et là, je suis partie avec un dictaphone et je marchais dans la maison de long à large et je dictais mon livre. Donc, en prof que j'étais à l'époque et aujourd'hui en conférencière que je suis, là, ça allait bien. Je savais ce que j'allais dire, c'était clair pour moi. Et ensuite, j'ai donné... c'était des cassettes. La matière à quelqu'un qui l'a tapé. Et ensuite, là, je suis arrivée avec quelque chose d'écrit que là, j'ai repaufiné, j'ai ajouté des statistiques, j'ai ajouté des histoires, mais déjà, j'avais quelque chose. Donc, le processus d'écriture... Mon deuxième livre, Pour mieux vivre avec le stress, je suis partie une semaine à Cuba, seule. J'ai amené plein de documentation et je suis allée le dicter là-bas. C'est drôle, la personne qui l'a tapé par la suite me disait, elle dit, c'était tellement drôle. Je tapais ton livre sur le stress et j'entendais le bruit des vagues. Parce que j'étais sur la plage, les pieds dans le sable. J'ai rencontré des Québécois là-bas qui disaient, qu'est-ce que tu fais à venir travailler ici? Je dis, non. Je devrais être au Québec à travailler. Je viens juste rendre l'utile à l'agréable et je le fais les 2 pieds dans le sable. Et en une semaine, mon livre était dicté. Et par la suite, ça a été assez rapide. Alors, dans la petite histoire des livres, effectivement, les gens qui pourront lire ce deuxième livre pourront peut-être s'imaginer qu'ils te voient. J'en parle de toute façon. Je le dis actuellement, j'ai la mer devant moi, j'ai le soleil, il fait 30. Et c'est drôle parce que c'est un livre sur le stress, donc c'est assez paradoxal. Oui, mais ça touche bien parce que, en fait, derrière chaque histoire de livre, on pourrait raconter le petit détail qui nous a amené comme élément déclencheur. Pour celui-ci, le succès, ça s'apprend. Oui. Qu'est-ce qui a été votre élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a dit ce sujet-là devrait toucher des gens et donc j'ai l'intention d'en faire un livre qui va se répandre un peu partout dans la francophonie. Quel est le petit fil, là, le petit élément de base qui vous stimule pour recommencer ou commencer un ouvrage? Je vous dirais pour celui-là, c'est drôle parce que c'est comme un peu... Toute ma vie, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que les gens réussissent? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont du succès, autant personnel que professionnel? Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui échouent tout le temps? Et ça a été la grande question de ma vie. Et moi, à 16 ans, j'en parle dans mon livre, j'ai lu un premier livre qui s'appelait à l'époque « Pourquoi pas le bonheur » de Michel Morgan. Et dans ce livre-là, elle parlait que tu pouvais programmer ton subconscient en 21 jours, en tout cas.
Et c'est drôle parce que j'avais 16 ans et ce jour-là, j'ai réalisé que tu pouvais choisir ta vie. Tu étais le maître de ta destinée, que si tu te responsabilisais, tu allais faire des choix qui allaient t'amener à avoir du succès. Et toute ma vie, ça a été ça. J'ai lu, je te dirais, tous les ouvrages, à peu près, qui traitent du sujet. Comment être plus heureux, comment te rendre au bonheur, comment la visualisation. J'ai tout lu là-dessus. Dans ma bibliothèque, tous les livres sont là. Et je te dirais que ça, pour moi, c'est les 9 clés que j'ai appliquées dans ma vie. Et je dis pas que je détiens une recette du bonheur. C'est ma recette à moi. Elle fonctionne pour moi. Et ce que je dis aux gens, c'est voilà les 9 clés que moi, j'ai mis en place dans ma vie, qui ont fonctionné pour moi et qui m'ont amené à mon succès personnel. Vous pouvez le lire, en prendre connaissance et voir ce qui vous conviendra à vous. Mais c'est excellent comme approche parce que autant vous avez été touché dans une petite fenêtre de conscience à l'âge de 15-16 ans, autant votre livre actuel peut toucher des jeunes lecteurs, lectrices ou peu importe notre âge. On est touché par un message au moment où notre petite fenêtre de conscience s'ouvre. Exactement. Et à l'intérieur de votre livre, le fait de parler de votre propre démarche et d'intégrer une multitude d'ouvrages qui vous ont inspiré, bien, ne peut que permettre à des gens de prendre un raccourci vers leur propre choix. Je pense. Oui. Quelles sont ces 9 clés, si on avait à les passer rapidement? Bien, il y en a une qui est l'intelligence émotionnelle. L'importance de prendre conscience que notre intelligence émotionnelle fait en sorte qu'on a du succès. On a longtemps pensé que c'était le quotient intellectuel qui déterminait le succès d'un être humain. On sait aujourd'hui, depuis les années 80, entre autres avec les livres qu'a publié Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, que c'est vraiment l'intelligence du cœur qui fait en sorte qu'on réussit. Donc ça, c'en est une des clés. Une autre des clés, c'est apprendre à vivre le moment présent. Quel gros défi! Je pense que n'importe qui nous écoute aujourd'hui va dire, mon Dieu, que c'est vrai que c'est un défi. Et même moi, j'ai beau écrire sur le sujet, il faut que j'apprenne au quotidien à vivre le moment présent, à pas être dans le futur, à pas être dans le passé, à être là aujourd'hui. Focus, on est ensemble. Je suis là, je le savoure. Donc ça, c'est une autre clé. Évidemment, il y a la portion apprendre à dédramatiser. Apprendre à relativiser. J'ai réalisé que les gens qui avaient beaucoup de succès dans leur vie étaient des gens qui ne voyaient pas les échecs comme des échecs, mais plutôt comme des façons d'apprendre, des expériences, et qui étaient capables de diminuer le sentiment de « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. C'est une catastrophe ce qui m'arrive. J'ai perdu mon entreprise ou j'ai fait faillite. Ah, ma vie est finie. » Non, non. Pour des gens à succès, bien, on ne dit pas que c'est facile, mais on dit que c'est une étape pour aller plus loin. Ah, Stéphanie, on vous écouterait pour les 6 autres clés. Ah, il va falloir se procurer le livre. Absolument. C'est un peu ma conclusion de dire aux gens, procurez-vous ce livre et découvrez quelles sont les 6 autres clés que Stéphanie Milot nous partage dans son dernier ouvrage. Malheureusement, le temps a coulé très rapidement entre nous. Ce sera peut-être l'occasion d'un prochain rendez-vous pour votre prochaine parution à l'automne, je crois. Tout à fait. Alors, je vous donnerai rendez-vous avec un grand plaisir, Stéphanie Milot. En attendant, je vous quitte avec une petite pensée que j'ai écrite à votre intention, parce que vous êtes une espèce de satellite, toujours en mouvement, et votre message pourrait se résumer à ceci. Votre attitude, et non vos aptitudes, vous donne de l'altitude. Wow! Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Nous vous revenons après la pause avec notre second invité, André Jacob. Merci. De retour à Histoire de livres. Durant la pause, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un nouvel auteur. Nouvel auteur pour moi parce que je le découvre. Il s'agit de M. André Jacob. Bonjour André. Bonjour Marie. Alors, comme bien des gens, ce sera une découverte aujourd'hui de vous avoir à notre micro. Vous nous présentez un livre marquant. Un livre qui devrait interpeller beaucoup les jeunes publics et les adultes, évidemment, mais les jeunes lecteurs, ados. Le livre s'intitule « Le journal de guerre d'Emilio ». D'abord, avant de parler de cette expérience de livre, j'aimerais bien situer un peu quel a été votre parcours. D'abord, j'ai une formation en travail social, puis en sociologie d'abord. J'ai enseigné assez longtemps dans ce domaine-là, mais ce qui m'a amené aussi à travailler en Amérique du Sud, dans plusieurs pays, puis en Afrique aussi, en développement communautaire, puis en termes de recherche aussi. Et j'ai été confronté à la réalité des jeunes, particulièrement au Mali, en 2004-2005,
dans un projet les jeunes qui sont en difficulté, jeunes de la rue, jeunes esclaves dans les plantations de cacao, de café, etc. Mais aussi toute la réalité des enfants soldats avec lesquels j'étais confronté, particulièrement au Salvador, après la fin de la guerre, où j'ai fait un séjour. Et donc, ces réalités-là m'ont vraiment scandalisé, d'une part, choqué, je dirais, bouleversé, parce que ce sont des vies souvent gâchées. C'est très difficile de se sortir de ces situations-là, très traumatisantes pour des jeunes qui souvent sont pris très jeunes dans des pièges, je dirais. Et à ce moment-là, j'ai décidé de travailler ces questions-là, en fait, sous plusieurs angles. Et finalement, j'ai travaillé il y a quelques années la question des enfants esclaves sous forme d'un roman pour les jeunes. Donc, premier roman en 2006. Oui, Mamadou et le secret du fer, qui se passe au Mali et en Côte d'Ivoire. Et puis, le dernier, en fait, je suis parti d'une idée, d'une comparaison. Au début, je voulais comparer les jeunes d'ici qui vivent la guerre virtuellement, avec des jeux vidéo. Puis finalement, j'ai dit non, il faut que je traite seulement du cas d'Emilio, qui en soi est un cas, et c'est suffisant pour faire un document qui parle, qui va chercher des émotions, qui illustre la situation, un peu comme le film Rebelle qui vient de paraître, qui vient de sortir, et qui montre un peu comment ces jeunes-là, d'une certaine façon, sont héroïques. Parce qu'ils vivent des tragédies. Ils vivent d'abord souvent la coupure avec leur famille, avec leur village, etc. Ils sont dans des situations de violence extrême. Souvent, ils sont confrontés aussi à la drogue, on les drogue, s'ils sont blessés, souvent ils sont mal soignés ou pas soignés du tout, ils en meurent, etc. Puis évidemment, le risque de la guerre, c'est qu'il y en a beaucoup qui laissent leur vie aussi. Donc, c'est assez scandaleux quand on sait qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont pris dans ces situations-là. Donc, j'ai décidé de m'adresser aux jeunes d'ici sous la forme en leur transmettant le journal d'Emilio. Puis, je me disais, à partir de ça, on peut amorcer un dialogue avec les jeunes, mais les adultes aussi. Il y a beaucoup d'adultes qui l'ont lu déjà et puis qui me disent être bouleversés par cette réalité. Le procédé que vous utilisez est très efficace parce qu'en même temps, vous nous intégrez dans cette mise en situation très précise où, sur le plan géographique, on apprend quelle est la réalité de ce pays et comment un jeune de 15 ans sera piégé par une situation pour laquelle il n'a aucun contrôle. Hein? Alors, exactement. On se rapporte dans le journal de guerre d'Emilio au journal qu'il aurait écrit en 2008 à partir d'une expérience où il a été enlevé carrément. Vous nous placez en situation où on est dans un scénario, mais on est dans la réalité. Absolument. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des enfants soldats, c'est des enfants qui sont enlevés de leur famille. Et on sait, on le voit un peu dans le film Rebelle, où la jeune qui est enlevée de son village, on lui demande de tuer ses parents. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, heureusement, mais souvent, dans bien des cas, on leur demande dès qu'on les enlève, on leur demande de tuer quelqu'un. La preuve de fidélité. La preuve de... Mais aussi, c'est à ce moment-là, on en fait des enfants orphelins. Oui. On en fait des enfants orphelins. Donc, on les domine totalement, sur tous les plans, au plan émotif, au plan physique et tout. Alors, donc, c'est très, très dur. Et évidemment, j'ai pris le cas de l'enfant en Colombie. Ce ne sont pas les cas les plus tragiques, je dirais, parce qu'il y a eu beaucoup d'assouplissement de ce côté-là. Il y en a beaucoup moins d'enfants soldats en Colombie. Donc, mais j'ai prendre des cas ailleurs. Quels sont les pays où il y a effectivement encore cette réalité très, très dure? Ah, il y en a au Congo, il y en a au Pakistan, un peu dans beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays orientaux aussi. Donc, c'est très répandu. Dans les pays où la guerre est presque enracinée aussi profondément que les arbres, oui. Là? Oui, puis on trouve des enfants soldats non seulement dans des groupes d'opposition, ou groupes révolutionnaires, ou groupes rebelles, comme on les appelle souvent, mais aussi souvent dans les forces armées régulières.
régulière, comme c'est arrivé, comme ça arrive en République du Congo, par exemple. Et donc, dans les réseaux islamistes aussi, on en trouve. Donc, c'est un phénomène assez répandu. Ça touche des centaines de milliers de jeunes. Donc, jeunes garçons et jeunes filles, surtout des jeunes garçons, mais il y a beaucoup de jeunes filles aussi, là. Donc, ce n'est pas un phénomène marginal, d'une certaine façon. Et c'est assez impressionnant quand même qu'en 2013, malgré les efforts d'organismes comme des campagnes internationales dirigées par Amnesty International ou par l'UNICEF, et bon, aussi, même si la question est présente dans les débats de l'ONU, mais ce phénomène-là existe toujours. Il perdure, et se poursuit. Il perdure. Parce que les jeunes enfants sont d'une main-d'œuvre militaire à bon marché. Évidemment, on ne les paye pas. On les nourrit, on les habille plus ou moins, etc. Et puis, donc, ils ont aussi certaines habiletés. Et on dit que des jeunes qui goûtent à la violence, bien, ils peuvent devenir très violents. Et puis, ils ont moins de connaissance du risque aussi, bon, etc. Ça devient comme une espèce de grand jeu. Et puis, souvent, en plus, mais s'ajoute la drogue, etc. Donc, on leur fait croire qu'ils sont devenus de vrais soldats, de vrais adultes, etc. Et c'est pour ça que dans le livre, par exemple, que je fais mention du fait qu'on leur montre, par exemple, des films de guerre, films à la Rambo, des trucs comme ça. Et c'est vraiment comme ça dans la réalité, là. On le voit aussi dans le film Rebelle, pour entretenir cet esprit de violence et et je dirais même d'invulnérabilité. Les jeunes ont l'impression, comme c'est le propre souvent de l'adolescence, qu'ils ne mourront pas, qu'eux sont... Ils sont vraiment plus forts que le système ou le combat. Ils sortiront toujours vainqueurs. Un peu comme on le voit dans les jeux virtuels, d'ailleurs. Alors, les jeunes Québécois d'ici qui liront votre livre pourront très bien faire le parallèle et ressentir ce que ressent un vrai enfant. Un vrai adolescent qui serait en situation d'agir directement et de risquer sa vie à chaque détour. C'est incroyable comme procédé que vous nous amenez à faire, là. On sort du virtuel pour entrer exactement dans la vraie vie d'un ado qui ne joue pas à la guerre, qui joue sa vie à la guerre. Oui, puis il joue la vie de ses copains. Il y a aussi cette solidarité qui s'établit entre ces jeunes-là, mais l'entraide aussi qui doit jouer. Mais c'est effectivement le parallèle entre les jeux virtuels est important parce qu'ici, on ne connaît pas cette réalité d'enfants qui sont vraiment enrôlés au sens strict du terme. Donc, les jeunes jouent à la guerre de façon un peu innocente. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait innocent. C'est quand même la projection de la violence, c'est quand même aussi la projection de la capacité d'éliminer un ennemi qui s'inscrit dans l'esprit des Mais ce n'est plus un jeu, là. C'est ça, alors que il y a des jeunes qui, pour eux, ce n'est pas un jeu, c'est la vraie vie, et c'est leur vie qui est en cause, leur vie qu'ils risquent à tout instant, là. D'ailleurs, il y a des morts dans le livre. Le journal, Emilio raconte la mort de ses copains, ses copines, etc. La disparition, c'est extrêmement dramatique. Hein, Emilio nous fait vivre, en fait, ses émotions dans l'instant présent. Et j'ai trouvé très touchant de le voir extrêmement heureux le jour où on lui a remis sa première mitraillette. On est dans l'instant où ce jeune, on pourrait dire, dont l'esprit a été un peu lessivé par l'ensemble du système dans lequel il devient un acteur ou un joueur, se retrouve complètement heureux et ébloui le jour où on lui remet cette arme qui lui permettra de tuer. Et comme on est dans sa tête, vraiment, on sent cette joie. Oui, absolument. Alors que c'est totalement, je veux dire, le recul du lecteur nous dit ensuite, mais c'est totalement irréel. Oui, c'est aberrant, mais en même temps, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la mitraillette, le symbole de la puissance et de la capacité de protéger sa propre vie. Puis d'enlever d'autres vies aussi. Mais c'est ça aussi, c'est la puissance, le pouvoir que l'on donne à un jeune.
Alors, c'est extrêmement, comment dire, fort parce que là, ça devient aussi une forme de, comment dire, un changement de personnalité en un sens. Oui, parce que le jeune existe en regard de ce qu'il possède dans sa main. Exactement. Et son pouvoir est là. Et sa personnalité n'existe pratiquement plus, en fait. D'ailleurs, c'est un des facteurs, ce qui fait que la réhabilitation au plan social est tellement difficile. Les jeunes qui s'en sortent, ils sont traumatisés par toutes sortes de drames qu'ils ont vécus, de violences, etc., mais aussi le fait qu'ils perdent cette espèce d'identité très forte qu'on leur a permis d'acquérir, qu'on leur a imposée. Et là, ils se retrouvent dans la vie courante, dans la vie quotidienne avec leur famille, leurs amis, etc. Et là, ils n'ont pas le même pouvoir. Donc, cette agressivité-là, ils ont beaucoup de difficultés à la canaliser. Puis à vivre après. Puis c'est ça. Et à sortir des traumatismes qu'ils ont connus. Parce que, justement, la mitrailleuse, c'est le symbole de l'invulnérabilité. André Jacob, vous êtes aussi quelqu'un qui allait porter votre livre comme conférencier. J'imagine que l'approche pédagogique avec ce livre-là doit être très importante. Non, absolument, parce qu'il y a justement un guide pédagogique qui accompagne le livre et afin d'outiller les enseignants et les enseignantes qui vont travailler avec des jeunes dans le cadre de cours, ça peut être des cours de français, des cours sur les réseaux sociaux, ça peut être dans le cadre d'un cours de géographie, peu importe. Alors, pour mieux décortiquer cette réalité-là, la comprendre, et aussi sensibiliser à cette réalité-là et éventuellement aussi donner un peu de, je dirais, de force au mouvement et aux organismes qui travaillent pour faire libérer ces enfants-là. D'ailleurs, si vous avez remarqué, la préface est signée par la directrice générale d'Amnesty International. Oui, tout à fait. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que Amnesty International travaille depuis longtemps sur ces causes, sur ces causes-là pour essayer de faire libérer le plus d'enfants possible. André Jacob, c'est déjà tout le temps qu'on a. J'invite les gens à se procurer le journal de guerre d'Emilio, publié aux éditions Isatis. Et évidemment, de vous suivre et d'avoir accès à vos différentes conférences sur le sujet. Et moi, je vous laisse avec une petite pensée qui m'a été inspirée de cet instant où le petit Emilio est tout heureux de posséder enfin une personnalité armée. Et ça dit ceci, la joie s'acquiert. Elle est l'attitude née du courage, mais elle n'est pas toujours positive. C'est bien. Merci. Gaston Courtois a signé cette pensée. Je vous remercie d'avoir écrit et publié ce livre et j'espère que les auditeurs ou les lecteurs seront nombreux à en prendre connaissance. Je vous remercie beaucoup et je veux souligner l'apport aussi remarquable de Christine de Lausanne qui a fait des illustrations qui sont magnifiques. Très bel album. Merci. Alors, je vous laisse et j'espère que vous aurez le plaisir de découvrir nos auteurs proposés aujourd'hui dans cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne lecture.